Et pour parler de cette situation au Soudan du Sud, nous sommes en ligne avec Jean-Baptiste Galopin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Soudan. On parle d'un conflit ethnique, hein, mais on a l'impression que c'est avant tout politique. Est-ce que c'est pas finalement la rivalité entre l'ancien vice-président et le président actuel qui explique cette flambée de violence? Oui, bien sûr, c'est à la source de cette violence. Les coalitions au plus haut niveau de l'État et de la rébellion sont complexes et je dirais incluent des membres d'ethnies diverses. Mais à mesure que la situation se développe sur le plan militaire, on voit bien que la mobilisation de la rébellion se fait largement sur des bases ethniques, puisque les soutiens de l'ancien vice-président Riek Machar sont principalement Nouer. Alors, sur le plan humanitaire, comme vous l'avez dit, la situation est extrêmement préoccupante puisque plus de 60 000 civils ont été déplacés depuis le début des combats et des dizaines de milliers d'entre eux se sont réfugiés dans les bases de l'ONU. Alors, on peut se demander quelle va être l'attitude de l'ONU puisque la protection des civils fait partie de son mandat, mais les casques bleus n'ont jusqu'à présent jamais tiré un coup de feu. L'ONU a annoncé hier donc qu'ils renforceraient leur présence dans les bases qui se situent dans les zones rebelles. Mais en parallèle, la majeure partie du personnel civil de l'ONU a été évacuée ou va l'être, et les besoins humanitaires des déplacés sont énormes. À cela, j'ajouterai la présence quelque peu oubliée sur le territoire sud-soudanais de centaines de milliers de réfugiés du Soudan du Nord qui donc fuient d'autres conflits et qui se retrouvent du jour au lendemain sans assistance humanitaire puisque les travailleurs humanitaires ont été évacués dans des camps de réfugiés. La population civile est en quelque sorte prise en otage, hein, dans ce conflit. On n'a pas l'impression que ça soit la majorité de la population qui soit en conflit dans ce problème soudanais. Oui, écoutez, les acteurs de ce conflit sont connus. Ce sont des acteurs armés qui ont été impliqués dans différents incidents de sécurité ces dernières années. Et donc, il n'y a rien de très surprenant dans leur mobilisation. Ce qui est très inquiétant, c'est que l'ancien vice-président Riek Machar, qui avait une attitude ambiguë au début de la crise, a assumé ouvertement avant-hier, pardon, être à la tête de la rébellion. Et dans l'immédiat, il semble qu'on s'achemine vers des combats terrestres d'ampleur autour de la ville de Bor, puisque le gouvernement a annoncé hier qu'ils allaient envoyer de nouvelles troupes pour reprendre la ville. Et en parallèle, des informations ont fait état de la mobilisation de plusieurs milliers de nouers armés à l'est de la ville et qui donc viendraient en soutien à la rébellion. Jean-Baptiste Galopin, il ne faudrait pas oublier la question du pétrole. On est dans une zone très pétrolifère. Il y a évidemment une conséquence, enfin, ou c'est la cause de ce conflit, une des causes de ce conflit. Et, écoutez, ça joue un rôle, mais je ne pense pas que ce soit une cause qui explique l'émergence de ce conflit, puisque pendant plusieurs années, la rente pétrolière a, je dirais, solidifié la solidarité entre les différentes élites à Djouba. Alors, comme vous l'avez dit, les rebelles ont pris le contrôle de l'état de l'unité, d'une grande partie de l'état de l'unité en tout cas, Qui est une zone très pétrolifère, c'est qui cela? est une zone pétrolifère, et donc la capitale Bentiu n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres des champs pétroliers. Alors, il reste à voir si les rebelles vont chercher ou non à couper la production pétrolière, puisque cela pourrait précipiter une intervention de l'armée nord-soudanaise, pour qui la production donc pétrolière reste stratégique. Et donc, à cet égard, la semaine qui vient va être cruciale. Et si les rebelles s'abstiennent de couper la production pétrolière, ce sera un signe que peut-être ils envisagent sérieusement une désescalade dans les jours qui viennent. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer une sortie de crise? Vous parliez de l'ONU, hein, dont le rôle va être très important. Quelle sortie de crise peut-on imaginer, Jean-Baptiste Galopin? Alors écoutez, pour l'instant, la médiation internationale n'a pas mené à grand-chose. Donc les pays africains sont à la tête de cette médiation, mais il reste à voir quelle efficacité ils auront, puisque en parallèle, ils ont donné des signes qu'ils se plaçaient clairement du côté du président. Par exemple, hier, la présidente de l'Union africaine a dénoncé les exactions commises à bord par les rebelles, mais elle n'a rien dit sur celles commises à Djouba par les forces gouvernementales. Les États-Unis font également pression pour mettre fin au conflit. Mais de fait, il n'y a pas de signe d'un accord imminent entre les gouvernements et les rebelles. L'ancien vice-président, donc Riek Machar, hier a réitéré son appel au départ du président Salva Kiir comme condition à toute négociation, ce qui en fait signifie une fin de non-recevoir. Une de ses alliés hier a rencontré le président à Djouba, mais ça n'a rien donné. Donc C'est on, très inquiétant puisque à court terme,
Chaque journée qui passe et qui voit l'usage de la force s'étendre encore plus rend une solution politique de moins en moins probable. Et En aggrave une la se- situation pour les civils, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Galopin. Je Merci. rappelle que vous êtes spécialiste du Soudan du Sud. On passe à la